Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Mathieu, co-animateur des Jeunes Insoumis de Charente, ainsi que Sarah, co-animatrice du groupe d'action Centre-Ville d'Angoulême. Et on va parler de la polémique qui a tourné beaucoup dans les médias suite à la manifestation du 22 mars, co-organisée par la France Insoumise, ainsi que, de manière plus globale, de la stratégie de décrédibilisation de la gauche dans les médias et de l'ère de la post-vérité. Et c'est vrai qu'on s'est réunis juste après cette manifestation, où quand même à Angoulême, il y a eu à peu près 700 personnes, et on s'est dit, voyant que cette polémique prenait beaucoup et que la vidéo, on va en parler, était une vidéo qui avait été tournée à Angoulême, on avait l'impression d'assister en direct à une polémique d'extrême droite qui prenait beaucoup d'ampleur et qui tentait de décrédibiliser le mouvement qu'on avait créé contre le racisme et l'extrême droite. Donc on s'est dit que plutôt que de faire un communiqué de presse qui répondait factuellement sur pourquoi est-ce que c'était une fake news, pourquoi est-ce que cette marche était une réussite, on s'est dit que c'était mieux dans un second temps de prendre le temps d'y réfléchir et d'en parler avec vous. Et c'est pour ça qu'on est là. Un truc à rajouter, on va essayer de prendre effectivement du recul, analyse un peu globale, même à l'échelle un peu nationale, pas que rester local, et donner des outils aux militants pour combattre ces fake news, quoi. Peut-être qu'on peut commencer par reparler des événements de la semaine dernière et de tout ce qui a eu lieu ensuite, mais histoire de recontextualiser pour que les gens situent, histoire de parler de ce qui s'est passé. La chose pour nous la plus choquante et qui a eu le plus gros impact, c'est le fait qu'une vidéo a été tournée pendant la manifestation du 22 mars à Angoulême. On ne sait pas par qui la vidéo a été tournée, mais en tout cas, elle a été publiée une première fois sur le Twitter d'un syndicat d'officiers de commissaires de police, voilà, la police nationale. Et en fait, elle montre le cortège de la manifestation avec différents collectifs, différentes organisations, dont certains militants chantent le slogan que tout le monde connaît, en tout cas à gauche, à bas l'État, les flics et les fachos. Et donc ce premier tweet-là, il a simplement pointé du doigt le fait que c'était un slogan anti-flic, comme le font souvent les syndicats de policiers après les manifestations. Ça avait été reposté d'ailleurs sur Twitter par un syndicat de policiers. Exactement, oui, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est le premier tweet qui a publié la vidéo tournée lors de la manifestation d'Angoulême. Et ce qui s'est passé après, c'est une sorte de bifurcation vers une fake news montée de toutes pièces par l'extrême droite pour faire dire à ce slogan, dans la manifestation d'Angoulême, non pas à bas l'État, les flics et les fachos, mais à bas l'État, les juifs et les fachos. Donc ça nous a pas mal perturbés. Ça commence à 14h16 par un tweet du compte qui s'appelle Natka, et qui a fait depuis quand même 500... Nathalie Kahn, oui. Effectivement, tu fais bien de me corriger. Et qui a fait depuis presque 552 000 vues, donc quand même c'est pas négligeable, et qui effectivement disait, on entend clairement dans cette vidéo qu'il s'agit d'un slogan antisémite. Et on voit dans la vidéo, on vous la passera, que en fait tous les militants qui marchent dans cette manifestation ont l'air de pas du tout être choqués par le slogan ouvertement antisémite. Ensuite, c'est repris par des élus du Rassemblement national. Dans l'après-midi, un conseiller régional du RN, Benoît Auguste, puis ensuite à 17h par un député RN, donc ça prend quand même une ampleur, on pourrait dire dans les institutions, un député qui s'appelle Joris Beauvais, et qui l'attribue ouvertement à la France Insoumise, sans preuve bien évidemment. Et ensuite, c'est repris par toute la fachosphère, des gros comptes comme celui de Gilbert Collard, Isabelle Balkany, Bruno Attal. Et donc on a vu toute l'après-midi et pendant la soirée la polémique qui prenait de l'ampleur. Chose qui était encore plus inattendue, c'est que malgré les premiers articles de debunk de démontage de cette fake news qui ont été faits par France 3 Région et ensuite, mais c'est arrivé plus tard, Charente Libre, la fake news a continué de circuler et elle est arrivée jusqu'aux médias. Donc au départ, ça a commencé par des médias d'extrême droite, on l'imagine et on connaît un peu le procédé. Donc Europe 1, Radio J. C'était relayé par Franck Tapiro sur Europe 1 et par Frédéric Aziza sur Radio J. Exactement, c'est ça. Et le problème, c'est que ça a fini par arriver dans les médias qu'on qualifie habituellement de médias mainstream. Sur France Info,
Okay. Le journaliste s'est d'ailleurs après excusé. Et sur BFM TV, par l'avocate du rabbin qui a été agressée dans l'après-midi du 22 mars. Et après cette montée de cette fake news, il a fallu une journée, je pense, pour que enfin la Charente Libre, France Info et que des médias disent non, c'est une fake news. Il n'y a rien, il n'y a pas de preuves qui montrent qu'il y a eu des slogans antisémites lors de ces manifs. Et je pense que ça a commencé à se décanter, mais maintenant, en fait, ça a été une pierre en plus dans le tas de mensonges pour dire que la France insoumise est antisémite. Et du coup, en fait, on voit qu'il y a vraiment une stratégie systématique de nous décrédibiliser. Et maintenant, en fait, c'est vrai que, par exemple, cette manif-là, c'était une manif qui était à l'initiative de plusieurs associations antiracistes, de gauche et tout ça. La France Insoumise a voulu participer, mais juste parmi plein d'autres collectifs et partis politiques. Il y avait aussi les Verts, il y avait FO, le NPA. NPA. Si cette vidéo était réelle, ce serait étonnant dans une manifestation antiraciste, pardon. Je me permets d'embrayer sur ce que tu dis. C'est vrai que c'est la première remarque qu'on s'est faite avec tous les militants. Quand on a vu cette fake news, on s'est dit, nous, on sait très bien que c'est pas vrai et que ça peut pas être le cas. Parce qu'on se dit, vu toutes les personnes qui sont sur la vidéo, si une personne avait dit un slogan antisémite dans la manifestation, il y aurait eu des protestations. Bien et sûr, cette personne, probablement, je pense, aurait été sortie du cortège. Bien sûr, mais c'est cet automatisme qui est inquiétant. Dans la vidéo qui est relayée vraiment partout, qui est relayée depuis la semaine dernière, on voit certes le député René Pilato, insoumis d'Angoulême, mais on voit aussi d'autres personnes qui sont affiliées à d'autres partis, et on voit que c'est une manif qui est certes se veut unitaire, mais qui est multiple, qui est plurielle. Et ça en dit long, je pense, que cette polémique, elle soit attribuée uniquement à la France insoumise. Et du coup, oui, ça rejoint, comme tu disais, cette stratégie de décrédibilisation qui vise spécifiquement la France insoumise. Oui, c'est ça, parce que peut-être on est les plus gros, on fait le plus peur, on a un discours assez clair et radical. On a participé à la manifestation, déjà on ne l'a pas entendu, non ? C'est sûr que c'était faux. Mais on sait très bien que nous, on va avoir le réflexe de savoir que c'est faux, que c'est une fake news. Et ensuite, il y a, on en a parlé, des observateurs un peu de la vie politique sur des comptes Twitter ou alors des médias un peu alternatifs qui ont montré que c'était potentiellement un trucage de la vidéo. Alors, on n'en a pas la certitude, mais que ce soit un trucage ou que ce soit tout simplement une sorte d'hallucination visuelle, hallucination auditive, pardon, c'est-à-dire on vous dit, ils ont dit juif, donc quand vous écoutez la vidéo, vous entendez juif. Dans les deux cas, en fait, ce qui est terrible pour nous, c'est que les personnes qui n'étaient pas à la manifestation et qui peut-être sont pas conscientes de tous ces procédés de décrédibilisation du mouvement social à gauche, peut-être qu'elles se sont senties démunies pour comprendre vraiment ce qui s'était passé. Et nous, on a reçu des messages de proches qui sont pas très politisés, mais qui sont pas d'extrême droite, et qui nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe à Angoulême ? Parce que la vidéo venait d'Angoulême. Et encore, au départ, la fake news va loin, parce qu'au départ, ça avait été... La vidéo, je sais plus vraiment comment ça s'était passé, mais c'était... il avait été dit que ça s'était passé à Nice. Il y avait un article sur Nice avec la vidéo d'Angoulême, donc comment la prendre au sérieux maintenant, cette polémique. Et... Je parle en tant que personne qui était présente à la manif du début jusqu'à la fin et qui n'a absolument pas entendu de slogans racistes ou antisémites. Cette polémique, j'ai l'impression qu'elle a vraiment eu lieu, et d'ailleurs je l'ai loupée pendant tout le week-end, elle a eu lieu principalement dans les médias, et ça questionne vraiment, parce que depuis tu parlais de ce journaliste de France 3, c'est ça ? Qui, de France 3, du coup, qui s'est excusé d'avoir relayé une fake news... De France Info, pardon. Donc ce journaliste de France Info qui s'est excusé après avoir, et merci à lui d'ailleurs, après avoir relayé une fake news qui venait de l'extrême droite, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant, parce qu'on voit l'ampleur que ça prend maintenant, et on voit à quel point... des sujets très très sérieux comme l'antisémitisme aujourd'hui sont balancés comme ça, comme si c'était rien, et sont absolument pas pris au sérieux comme quelque chose de grave, et c'est une étiquette qu'on peut accoler comme ça à un parti et qui suffit à le décrédibiliser, et ça interroge vraiment et sur le monde dans lequel on est en train de tomber, dans lequel les faits avérés ne comptent plus tant, quoi.
Déjà, effectivement, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques, parce que certes, il peut y avoir des partis politiques dans lesquels certaines personnes ne sont pas suffisamment formées, éduquées sur la question de l'antisémitisme, et je pense que ça, c'est une question collective qu'il faut se poser à tous les niveaux dans la société. Mais au-delà de ça, le fait que la droite et l'extrême droite utilisent la question de l'antisémitisme pour décrédibiliser la France insoumise en particulier, et de manière plus générale la gauche radicale, ça pose effectivement le problème de comment est-ce qu'on va réussir à lutter vraiment contre l'antisémitisme. Parce que là, par exemple, le même jour que la manifestation, il y a un rabbin à Orléans qui a été violemment agressé. Et tout de suite, les réactions des ministres, et aussi dans certains médias, très regardé, ça a été de dire la France insoumise est directement ou indirectement responsable de cette agression. Donc, quelle est l'analyse qu'on tire d'une agression antisémite sur l'antisémitisme ambiant dans la société, sur comment on en arrive là, si tout de suite on l'attribue à la France insoumise, si tout de suite c'est instrumentalisé politiquement. Donc oui, tout à fait d'accord. Bien sûr. Et par rapport aux faits, nous, je pense que tu le partages, Sarah, le sentiment qu'on a eu face à ce torrent de mensonges, c'est en fait, s'il n'y a pas le service public, donc en l'occurrence France 3 Régions, et aussi les médias locaux comme Charente Libre le lendemain, pour débunker ces fake news. Charente Libre, ils avaient des journalistes qui étaient sur le terrain pendant la manifestation, et ils ont pu témoigner qu'ils n'avaient pas entendu ce slogan. Donc ça prouve que le travail journalistique sérieux, il a de l'intérêt. S'ils ne sont pas là, mais en fait, on se rend compte que c'est un monde dystopique. C'est-à-dire que c'est parole contre parole, et il y a quasiment deux mondes qui se créent. Il y a le monde de ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de la France insoumise, qui pensent que de toute façon elle est antisémite, et qui vont tout interpréter en disant mais oui, ils ont raison, ce slogan a bien été dit. Et l'autre partie des personnes qui vont dire non, c'est très bien qu'à gauche, les gens ne sont pas capables de dire ça. Et donc en fait, la place de la vérité, elle est plus présente, quoi. Donc oui, c'est inquiétant. Et c'est aussi inquiétant de voir que les personnes qui diffusent ces fake news à l'extrême droite, elles sont capables de défendre des lois pour saper le service public, pour faire que les médias soient aux mains des milliardaires. Donc on voit ce qui pourrait se produire à l'avenir si jamais on lutte pas. Les médias sont vraiment trop poreux à ces idées d'extrême droite, à cette fascisation, et ils ont vraiment on entend un slogan antisémite dans une manif de gauche antiraciste, et eux ils disent ouais, c'est cohérent, quoi. C'est le fait que ça soit si naturellement chez eux que oui, c'est la France insoumise, c'est possible, ça passe. C'est ça en fait qui m'effraie beaucoup. C'est soit un manque de professionnalisme, soit c'est juste on cherche même plus, on n'a même plus le temps de vérifier les informations. Tant que ça fait le buzz, on met ça on parle de ça pour faire du bruit, et ça décrédibilise en fait la parole même du journalisme, qui devrait être une parole claire, la plus sûre, la plus possible, la plus sourcée possible. On a tous des biais, on est d'accord, mais essayer d'être le plus basé possible, quoi. Et maintenant, les gens, vu qu'ils ont de moins en moins confiance aux journaux, à la télévision, ils vont s'informer sur Internet. Et Internet, on trouve des trucs super, mais on trouve aussi des choses affreuses et des trucs complètement faux. Donc il faut absolument que les médias se remettent en question et qu'ils aient des outils, des stratégies pour arrêter de diffuser ce genre de fausses informations. Peut-être qu'on pourrait parler parce que je pense qu'en France, les médias jouent un rôle qui est indéniable dans la montée du fascisme. Peut-être qu'on peut aller là-dessus pour... Il y a des pays dans lesquels, par exemple, on déroule moins ce tapis rouge qu'on a en France à l'extrême droite, et où l'extrême droite est moins présente. Je pense notamment à la Belgique, ou à d'autres pays et tout. C'est vrai que en France, on laisse beaucoup l'extrême droite s'exprimer avec très peu de contre-discours derrière. Exactement. Ouais. Je pense notamment à quand Jordan Bardella, dans une émission, disait que si on était accusé par la justice, on ne devait pas se représenter à des élections, alors que Marine Le Pen est en plein procès. Donc, et pourtant, heureusement que le journaliste lui a posé la question, si Marine Le Pen est accusée, est-ce qu'elle devra se retirer ? Jordan Bardella a dit non, mais elle ne l'est pas, elle est vraiment innocente. Il a juste esquivé la question. Donc... en fait, on laisse l'extrême droite dérouler son narratif, même pas. En plus, ce qui est vicieux, c'est pas forcément les gens du RN, c'est que comme Pascal Praud, entre autres, permet aussi de véhiculer ce genre de message, juste ça prend de la place partout, sans avoir besoin d'avoir le drapeau RN derrière. Donc ça prend beaucoup trop de place et ça manque de pluralité.
dans les médias. Et comme tu disais, en Belgique, il y a le cordon sanitaire qui empêche qu'on parle de l'extrême droite belge. En France, on n'a pas ça. J'ai bien aimé le fait que tu parles de narratif, parce que on a vu qu'il y a eu un parallèle en fait entre deux fake news pendant le 22 mars. Il y a eu cette fake news il y a eu des slogans antisémites pendant la manifestation, et une autre fake news qui reprenait des photos du collectif Némésis, qui est un collectif de soi-disant féminisme et d'extrême droite, et exactement, qui avait créé des soi-disant pancartes pour la manif du 22 mars avec écrit abat les blancs. Abat l'État, les blancs et les fachos. Donc encore une reprise de ce slogan. Et donc ça date de 2023, il me semble. Donc exactement, quand c'était un troll, c'était quand elles avaient infiltré une manif. Oui, c'était Némésis, ouais. Une manif antifasciste. Mais ça a été repris dans le même lot par Franck Tapiro sur Europe 1. Et c'est intéressant, je pense, de faire le parallèle entre les deux polémiques, parce que déjà elles reprennent le même slogan. Et en fait, de voir que simplement c'est pas de la naïveté en fait de la part de ces personnes. Elles ont un agenda, elles poussent des idées dans les médias, et elles ont une stratégie. Donc je pense que j'ai bien aimé que tu parles de narratif, parce que ce qui se passe concrètement, c'est que est en train d'être diffusé, comme tu le disais, dans la société, une sorte de mauvaise intuition, de scepticisme vis-à-vis de la France insoumise. C'est des personnes qui sont qui sont sales, qu'il faut pas toucher, il faut faire un cordon sanitaire, voire vis-à-vis d'elles. Et puis au-delà de ça, ce qu'on dit pas, c'est que pendant que du temps d'antenne est passé à diffuser ces narratifs d'extrême droite, eh ben le fascisme monte dans l'autre sens. Et on parle pas du racisme, et on parle pas de la lutte contre le capitalisme néolibéral, on parle pas du réchauffement climatique, et c'est clairement ce qui s'est passé pendant ce week-end et la semaine d'après. En fait, il y a une manifestation qui rassemble en France entre 100 000 et 300 000 personnes, ce qui est quand même assez impressionnant vu le bashing qu'il y a eu avant la manifestation, et suite à ça, il n'est pas possible de parler d'antiracisme sur les plateaux télé et de placer ce débat dans le débat public. Donc on voit que cette polémique, elle a été très 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 utile pour détourner le regard. Oui, et d'ailleurs il y a une troisième polémique, parce que tu lançais une deuxième, mais il y a une troisième polémique qui reprenait pas ces fake news, que ce soit les pancartes de Némésis ou les vidéos qui ont été repostées où on entendait des faux slogans. Enfin des slogans qui n'ont pas été scandés. Il y a une polémique qui a été lancée par le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, le maire actuel d'Angoulême, qui visait encore une fois la France insoumise, et en particulier le député d'Angoulême, René Pilato, et qui jugeait ces slogans inadmissibles dans une manifestation organisée par la France insoumise, ce qui n'était pas vraiment le cas, puisque ça a été co-signé par plus de 16 organisations, par d'autres partis, comme tu le disais Sarah tout à l'heure, et qui demandait à René Pilato de condamner ces slogans, donc notamment « Abat l'État, les flics et les fachos », parce que anti-républicain, parce que contre l'État. Et est-ce que peut-être on peut parler de ça ? Je pense qu'en France, pays où on prône la liberté d'expression, on se doit de laisser les gens dire qu'ils sont contre l'État, parce que l'État, c'est juste une structure en plus, tu vois, c'est un truc qui sait à organiser la société, à normaliser la société. C'est très utile, c'est un outil qui peut être efficace des fois, et des fois ça normalise, ça écrase les marges aussi de la société. Donc on peut avoir une critique pertinente et fournie sur l'État, tu vois, et ça a toujours été le cas dans l'histoire de la gauche, l'histoire philosophique de la gauche. Donc non, il faut laisser les gens avoir un avis là-dessus, critiquer les choses. Il ne faut pas faire avoir des totems, des idoles intouchables. Sinon, franchement, ça ressemble à des idéologies un peu, je sais pas, c'est comme la Corée du Nord, quoi. Tu vois, on ne peut pas critiquer l'État, on ne peut pas critiquer les structures. Oui, voilà. Il faut avoir un esprit critique. Et en plus, je dis ça, mais à la France insoumise, on n'est pas anti-État. Au contraire, on veut mettre de l'État. Pas partout, mais on veut mettre les services publics. On veut mettre plus d'État, plus c'est pas de slogan qu'on partage. Voilà. On n'est pas pour construire une société sans État, sans police, mais on est pour remettre en question ces institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et les réformer. Exactement, et les réformer. Et pour quelle raison ? Et là, ça fait le lien avec la manifestation du 22 mars, qui était contre la montée du racisme. On l'a dit d'ailleurs dans les prises de parole qu'on a faites. Oui. Ces institutions-là, elles sont actuellement responsable du fait que le racisme fait système dans le pays. D'ailleurs, c'est un peu un scandale, à mon sens, que Xavier Bonnefond
demande à René Pilato de les condamner, demande des poursuites judiciaires, alors que c'est pas illégal, encore une fois, de crier ça en manifestation. Et en plus, René Pilato, il était juste... c'est pas la manif à René Pilato. Enfin, il y avait plein de militants, plein de différentes associations. Il n'est pas responsable de ce que 300 personnes peuvent dire. Et là 500 encore, personnes. On voit le schéma se répéter, sur la stratégie de décrédibilisation de la gauche de manière générale, et de la France insoumise en particulier. Et d'ailleurs, cette polémique, elle a existé au niveau national. Il y a eu la version aussi, c'est un slogan anti-flic, c'est un slogan anti-État, et c'est inadmissible dans une république de dire ça. Ça a été repris par le maire d'Angoulême, effectivement, et je pense que on peut assez rapidement, vous l'avez dit, c'est pas un problème de chanter ça dans des manifestations. On se demande pourquoi le maire s'offusque à ce moment-là, alors qu'il y a eu des dizaines de manifestations par le passé où une partie des manifestants ont chanté ce slogan sans que ça ne génère de drame ou de polémique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que il y a une forme de mauvaise interprétation, je ne sais pas si elle est volontaire ou pas, mais de ce slogan, parce qu'il y a plusieurs membres de sa majorité qui ont repris la polémique en disant que ça visait donc le slogan à dire on veut abattre les flics, l'État et les fachos. Et en fait, quand on dit abat quelque chose, c'est en deux mots, c'est pas en un mot. Et quand on dit abat l'État, ça veut dire, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on veut une société sans État. Alors nous, c'est pas le cas, mais il faut quand même faire la différence, quoi. Donc effectivement, c'est une polémique qui a pas le même degré de gravité de ce dont on parlait tout à l'heure, mais ça nous a quand même interpellés parce qu'on s'est dit, ah oui, il est possible pour instrumentaliser une manifestation et pour décrédibiliser ses adversaires politiques, de mettre en danger les principes de l'état de droit, donc la liberté d'expression, le fait de pouvoir manifester dans le cadre que souhaitent les organisations sur place, pour des raisons politiciennes. Et je rebondis aussi là-dessus. En fait, c'est toujours intéressant parce que quand on veut un peu prendre du recul et se demander qu'est-ce qui fait qu'il y a une fascisation de la société, parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer, souvent on nous envoie dans la figure que on voit du nazi partout, on voit du facho partout, et que c'est une sorte de rayon paralysant qu'on envoie à nos adversaires. Mais en fait, la difficulté, c'est que y a des personnes qui participent à la fascisation sans être nécessairement des fascistes. Et le problème, c'est qu'en tapant sur l'état de droit et ses principes, comme l'a fait Bruno Retailleau par exemple, en disant que c'est pas intangible et sacré et qu'on peut revenir dessus, c'est des éléments qui construisent cette fascisation. Et il y avait une citation qu'on avait retenue, que j'aimerais bien donner, c'est dans le petit fascicule d'Umberto Eco qu'on a ici, qui s'appelle Reconnaître le fascisme, tout simplement. Et il a cette phrase très intéressante, il parle du fascisme, il dit « Le fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil ». Et il enchaîne en disant « Ce serait tellement confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire à tout le monde « Je veux rouvrir Auschwitz ». Et oui, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que si les fascistes étaient ouvertement antisémites comme ils le sont en réalité, ce serait beaucoup plus simple pour nous de déconstruire leurs paroles. Si les personnes qui attaquent l'état de droit étaient vraiment des fascistes à 100%, ce serait beaucoup plus facile de montrer le danger et le péril qui est devant nous, quoi. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui prennent pas vraiment la mesure de ce qui se passe. Ok. Je me permets juste de rebondir sur, par exemple, en fait, on peut voir le fascisme si on veut bien, si on regarde au bon endroit. Juste par exemple, maintenant, tu as une loi qui va être votée ou qui est votée sur le port du voile dans les lieux sportifs, dans les clubs sportifs. Et tu as Jordan Bardella qui a été interrogé là-dessus, et il a dit qu'à terme, il faudrait qu'il n'y ait plus de voile en France. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, plus largement aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme. On va interdire à une partie de la population de pratiquer sa religion au-dessus de tous, quoi. Et en fait, il y aura des individus qui auront moins de droits fondamentaux que d'autres. Voilà, on va discriminer les personnes perçues comme musulmanes. On fonce dedans, et par contre, on voit pas forcément le mal contre ça, quoi. Donc c'est déjà la fasciste, quoi, en fait. Merci beaucoup à Mathieu et Sarah pour ces explications et ces prises de parole. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues marcher avec nous le 22 mars. C'est important de faire entendre nos voix et de reprendre la rue et nos espaces.
Merci à tous. Merci à toi. Oui, Merci c'est ça. Merci à tout le monde. Merci au Gaucho. Voilà.